Une ville anonyme. On la nomme quelquefois réalité, quelquefois Straight City. Jadis, sur la place publique, marchands et commerçants venaient y étaler leurs marchandises. Une ville fortifiée, une autre ville, une autre réalité, celle-ci nommée Underground. Tout s'y passe sous terre. Ses habitants, punk, skinhead, jeunes itinérants, ont marginaux comme nom de famille. But commun, survivre, changer le monde. Un mode de vie particulier, géré par des lois strictes, les lois de la rue, celles du milieu. Ils sont dans la marge par choix, échappés à une réalité qui leur semble banale, straight. Leur abri, leur refuge, une caverne, comme celle d'Ali Baba, difficile d'accès. Difficile d'accès pour les protecteurs en uniforme de l'autre cité, de Straight City. Dans leur mode de vie, les habitants de cette ville consomment du rêve en poudre, substance nommée MES ou PCP. On la consomme par le nez pour qu'elle se rende au cerveau. On la nomme aussi poudre à fou, poudre à mongol et surtout mescaline. Si elle change de nom au fil des années, c'est parce qu'elle a laissé de lourds souvenirs. Changer de nom pour qu'on ne la reconnaisse plus. Les consommateurs connaissent les dangers du produit, mais le souffrir est trop grand. La raison ne voit ni n'entend. La PCP reste l'ultime, le plus efficace moyen d'engourdir, de geler ce souffrir. OK, là, ce que j'ai sur moi, c'est 1 gramme de ce qu'on appelle du PC pur, mais c'est du PC pur de distribution. C'est-à-dire le produit n'est pas pur à 100 %, mais il est standardisé. Il est coupé de façon standardisée. Mon fournisseur m'a dit, moi, tu peux le multiplier par 11 ou 12, puis tu vas avoir un produit suffisant. Si elle le préparer, bien, mon expérience à moi, je le sens, je le goûte, ça prend une saveur qui est quand même... Quand tu es habitué, tu répares immédiatement, là. Ce que je fais, c'est que je fais un petit tour, tout simplement. Je prends le produit. OK. Je sais que j'en ai énormément trop, que consommer comme tel, je peux le faire, là. Ça se manipule mal, puis je pourrais pas vendre ou distribuer ou donner, parce que vraiment, c'est trop concentré. C'est simple, tu sais. Tel que ça se retrouve sur la rue, c'est... Ça, c'est ta coupe? Ça, c'est ma coupe, c'est du lactose. OK. Bon, moi, je sais, parce que c'est un produit qui n'est pas assez précieux pour que ça vaille la peine de le manipuler. Ça goûte fort, en passant, là. C'est pas un produit qui vaut la peine d'être manipulé avec une balance électronique où j'ai besoin d'une précision au centième de gramme. Bon, je sais que ma cuillère ici, une cuillère à thé rase, c'est 3,5 grammes. J'ai besoin de 10 grammes de coupe. C'est tout simple que prendre 3 fois. Tiens, 3 fois 3,5 grammes. J'ai mon 10 grammes et une fraction de coupe. Je peux enlever la fraction, même si je me trompe d'un dixième de gramme à l'œil comme ça n'affecte rien. C'est aussi simple que ça. Je prends le produit pur, je fais un petit tour, je pousse tout ça. Puis ce qu'on appelle couper, ben, c'est vraiment la quantité pas suffisante pour qu'on prenne un blender là, ou une machine. C'est que tout simplement, tu fais des mottes. Tu défais tes mottes de PCP, puis tu mélanges bien avec le lactose, tout simplement. Ça prend 1 minute. Ça pourrait être tamisé s'il y avait un tamis, mais c'est vraiment pas nécessaire. Parce que de toute façon, le produit va être écoulé rapidement. Et puis c'est pour éviter quand tu sniffes, par exemple, quand tu inhales, là, que tu as des mottes là, qui puissent... ça pourrait chauffer dans le nez, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est fait. Oui, disons que dans le temps, moi, quand je vendais, j'avais pas vraiment de stress. Parce que, comment je vais dire, tu sais, je voulais quand même assez safe. Puis, j'avais pas peur non plus que mes clients reviennent me dire qu'est-ce que c'est ça. Tu sais, je m'organisais tout le temps que ce soit une bonne qualité. Puis, si je savais qu'elle était moindrement forte, ben, tu sais, j'avertissais. Si on me parlait pas de quelle coupe que je mettais là-dedans, tu sais, les clients, ils s'informaient pas là-dessus. Mais j'étais quand même, comment je pourrais dire, je les avertissais quand même du danger qu'il pouvait y avoir. 101, c'est de l'achat horticole, en fin de compte. Dans les magasins d'aliments naturels, ça se vend en petite quantité. OK, c'est un supplément alimentaire.
Sauf que le gobé, comme ça, je pense pas qu'il y ait de problème. Mais encore là, c'est toujours au niveau des narines. Quand tu inhales un produit, il faut que tu fasses attention pour ne pas brûler tes vaisseaux sanguins ou que ça ne soit pas vraiment désagréable comme tel. Le 501, comme c'était un des inconvénients. L'autre chose aussi, c'est au niveau de la conservation du produit. Le PCP, c'est quand même un produit qui se conserve, c'est un produit volatile. C'est un produit volatile, et puis qui a besoin d'être habituellement conservé dans un congélateur, okay, puis qui va réagir mal avec... si par exemple je prenais du lait en poudre, okay, je sais très bien qu'au bout de quelques heures, le produit a perdu à peu près tous ses effets. C'est carrément comme ça à la chaleur. Tandis que avec du lactose comme ça, si je conserve le produit au frais, ben, au bout de 2-3 jours, c'est encore bon. Là. Dans ce temps-là, on va dire, franchement, je m'en foutais carrément. Il aurait mis du Ajax ou de la poudre de coquerelle, là-dedans, je l'aurais pris pareil. C'était pas important pour moi, là. Tu sais, ce qu'il mettait dedans, ça buzzait, c'était correct. Puis il me l'aurait dit, ça aurait été du Ajax, ben, tu sais, je n'avais pris pareil, là. Puis c'était un de mes concurrents, ils m'ont dit. Et lui, ben, il avait pris de la poudre de fluorescent, là. Il m'a dit que c'est un fluorescent, là. La poudre blanche qu'il y a là-dedans, disons, c'est comme la petite vitre, ça. C'est pas... c'est fin, fin, fin. Et ça prend pas 30 secondes d'un coup de sniffer. Le nez te coule comme une champlure. C'est du sang, ça coule. Puis, disons que c'est... Je trouvais ça animal un peu faire ça, là. Tu sais, sans avertir en plus. Sans avertir, ni dire à ses clients, ben, vas-y mollo, tu sais. Parce qu'il y en a gros que c'est du monde comme moi à qui j'ai vendu. Ça prenait pas ni un ni deux. Aussitôt que je me l'avais acheté, je le mettais sur la table, puis flou. Il repartait, il n'avait même pas dans les poches. Je vais plus me montrer comme étant une panthère assez, bon, spéciale. J'adore les raves, j'adore l'ecstasy. Fait que je vais plus essayer d'embarquer dans un beat, dans un monde qui sera pas le mien. Parce que j'aime beaucoup vivre dans mon irréel. Mais en étant gelé, t'es toujours dans un irréel. Puis moi, vu que j'aime cet irréel-là, ben, je vais rester dedans, tu sais. C'est ça que je me dis. Mais tant que je peux vivre mon irréel sans battre triper ou bien sans me renfermer dans moi-même, ce qui m'est déjà arrivé, tu sais, tellement que je consommais, à un moment donné, j'étais plus capable, il fallait que je sorte de quelque chose parce que je voulais plus. Sauf que c'est un produit aussi qui va éliminer un petit peu les frontières. Si tu as quelque chose dans la tête, c'est d'équilibrer déjà un petit peu. Si tu avais déjà des projets de faire des choses qui sont répréhensibles, bien, souvent tu vas le faire, tu sais, puis tu ne l'aurais pas fait si ça aurait été à froid. Les consommateurs de PCP sont très particuliers, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas un effet euphorisant ou hallucinatoire ou un effet de bien-être comme on va retrouver lors de la consommation de d'autres drogues. Eux, l'important, c'est de partir. Peu importe comment ils partent, l'important, c'est de partir. Donc, immédiatement, là, il y a une certaine propension à, finalement, subir des overdoses répétitives. Un beau buzz, c'était... que quand j'avais fini mon buzz, je me rappelais pas à quoi j'avais pensé. Je pensais tout de suite à refaire un autre trip de ça. C'était ça. Pour oublier c'est quoi qui me dérangeait, moi, là. À un moment donné, quand l'agresseur du système nerveux central, avec ses réactions qu'il va provoquer chez l'individu, qu'elles soient belles ou mauvaises, qu'elles soient agréables ou désagréables, méchantes ou heureuses, quand elle prend la possession de l'être humain, quand elle le contrôle, je vous le dis tantôt, c'est là qu'est la gravité de la situation. Il faut quand même s'arrêter puis regarder qu'est-ce qui provoque une situation comme ça. Et tout est centré sur la recherche du plaisir et de l'euphorie et du trip que va apporter la drogue qui est utilisée. Bon, le plus souvent, je me réveillais c'est à la fin de l'après-midi, dans le début de la soirée. Là. Tu sais, c'était plus la nuit, là, puis dans la soirée, là, jusqu'au lendemain matin. Je commençais, je me faisais de la messe, soit que je sniffais ou je gobais, je piquais, là, ça dépendait des fois, là, puis comment que ça se présentait. Puis je mélangeais des fois de l'acide, du hache, du pot, des affaires comme ça, des activants, un peu de tout, là. Puis je faisais mon trip comme ça venait, puis qu'est-ce qui se présentait, là.
tu mélanges du chimique avec du chimique, là, c'est normal que ça fasse un bol. Moi, j'ai mélangé de l'acide avec de la messe, là, puis je les ai inhalés tous les deux, là, puis j'étais plus sur la terre pendant tout, là. J'étais rendu un autre monde raide, là. Puis si tu mélanges de la mescaline avec du hache, c'est pas pareil, là. Ça dépend avec quelle substance tu le mélanges, mais en réalité, dans la mescaline, là, ce qui est dangereux, c'est la substance qu'il y a dedans. C'est ça qui est dangereux, parce que ça, c'est pour les chevals, c'est pas pour nous autres, là. Moi, je me levais le matin, je déjeunais, là, tu sais. Mais habituellement, quand j'avais fait de la mescaline la veille, je voyais comme en noir et blanc quand je me réveillais, là. C'était pas visible ce que je voyais, là, tu sais. C'était comme si j'aurais eu besoin de porter des lunettes. Puis j'avais bien mal à l'estomac, je me sentais tout fucké, puis que je mangeais. Puis tout de suite après, je sniffais. Je partais le matin, j'étais bolo un peu, là, tu sais, là. Puis je m'en allais en ville. Moi, je prêchais beaucoup d'anarchie, mettons, là, tu sais. Je faisais des fanzines, puis je distribuais ça, j'interviewais des groupes, puis je me gelais avec eux autres, tu sais. J'allais en ville, j'aimais pas ce gang-là, mais je faisais rien que lui donner ce que j'avais à lui donner. C'est bien rare que je mangeais, je veux dire, des repas réguliers, là, tu sais. C'était plutôt, mettons, je déjeunais, puis je soupais, ou des fois, je mangeais pas pendant la journée. Je faisais rien sniffer. Puis c'était souvent sur le pouce, tu sais, c'était comme entre deux paroles, là, tu sais, là. C'est une clé, tu sais. Quand t'es jeune, c'est quoi que tu recherches? Tu cherches quelque chose, le maximum d'effet pour le minimum de coût. OK? Puis cette dope-là correspond à ce que les jeunes recherchent. Tu sais? Malgré tout ce qui est véhiculé comme information, il continue. OK? Donc, on ne doit pas lui transmettre la bonne information. Tu sais? Puis à quelque part, il ne faut pas s'en cacher, là. On trouve des nouvelles appellations pour le PCP, puis on revient finalement à savoir que c'est encore du PCP, tu sais. Puis dans le réseau, ce qu'on trouve, c'est que oui, il y a beaucoup de préjugés. Tu sais, la poudre à fou, la poudre à mongole. Puis on aura bien beau lui donner, peu importe l'appellation, ça n'empêche pas qu'il y a encore des jeunes qui continuent à en prendre, OK? Puis il y a des jeunes qui achètent cette identité négative-là, puis qui disent, ben moi, je fais de la poudre à mongole, donc je suis un mongol. C'est évident qu'il faut voir le PCP dans une catégorie à part. Okay? Si on considère que, contrairement à d'autres drogues, le risque de reconsommer, okay, peut entraîner des conséquences qui sont beaucoup plus graves, exemple qu'avec la marijuana ou la chiche. Parce qu'on ne sait pas si le jeune qui consomme, les risques qui se ramassent, exemple, en psychiatrie, les risques qui se ramassent à l'hôpital en overdose, sont présents. Okay? Puis il ne faut pas penser qu'on consomme, on peut consommer du PCP de façon contrôlée. Il n'y a pas de consommation contrôlée qui peut être possible, contrairement à d'autres substances. J'étais avec deux de mes chums, puis on avait brassé de la messe, puis on en avait acheté d'un autre gars. Puis on avait mélangé les deux messes ensemble. Puis on s'avait dit qu'on ferait, on avait pas mal de mescaline, puis on s'avait dit qu'on s'enfermait dans la chambre du gars en question. Puis qu'on faisait la messe jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis après ça, on sortait de la chambre. Puis finalement, on n'est pas sorti de la chambre, là. J'ai vraiment eu peur parce que mon chum, lui, avait perdu connaissance, puis on n'était plus capable de le réveiller, fait que lui, on l'avait laissé là. Parce qu'on comprenait pas c'est quoi qui se passait. On était même trop gelés. Je suis sorti de la chambre, puis j'ai été m'asseoir dans un coin tout seul, puis j'ai attendu que mon trip descende, là. Que mon trip finisse un peu, là. Puis après ça, je me suis rendu compte que l'autre était encore sans connaissance. Là, j'ai vraiment eu peur pour lui. Fait que là, j'ai appelé les ambulances, tout ça, pour qu'ils viennent le chercher, puis il avait fait une surdose, là. Le consommateur de PCP qui va se présenter à l'urgence, je séparais le traitement en deux. Dans un premier temps,
dans un premier temps, une situation qui est bien importante à ne pas négliger, c'est de protéger le consommateur, protéger le patient et de protéger le personnel. Alors, on sait que le PCP, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que le PCP amenait un état de surpuissance qui engendrait de l'anxiété, de l'agressivité, de la violence, de l'agitation. Alors, les patients vont se présenter dans un contexte plus ou moins important d'agitation et de violence. Si le patient est relativement calme, on va tenter là, de l'installer tranquillement dans un coin à la salle d'urgence. On va essayer de le garder calme. On va essayer on va tenter de limiter toute stimulation extérieure pour éviter d'énerver le patient et d'exacerber son état. Disons que je suis de garde, puis je reçois un patient au PCP. Tout va dépendre de son état de conscience ou pas. S'il y a un état de conscience qui est complètement altéré, parce qu'on sait que le PCP, c'est une substance qui est dissociative, c'est-à-dire qui va briser la connexion qui se fait entre le champ de conscience et sa vie habituelle de tous les jours. Il n'y aura plus de réponse adéquate. Alors, la personne va être soit complètement déconnectée de la réalité, elle va avoir des sentiments son corps est transformé, avoir l'impression que l'entourage se brise, que ses pieds ont 12 pieds de long, que ses mains sont aplaties. En tout cas, vous voyez un petit peu là l'état. Alors, la personne, à ce moment-là, est dans une état de très grande anxiété. Il y a de la terreur en elle-même, des fois. Parce que quand ils sont en euphorie, ils ne viennent pas nous voir. En général, ils ne viennent pas nous voir. Ils passent de l'euphorie à la terreur ou à la crainte ou à l'anxiété terrible. Alors, ce qu'on fait, on évalue cette situation-là, puis on dit, bien là, je pense qu'il faut que vous restiez avec nous, parce qu'il n'est pas bien. On ne peut pas le remettre en circulation. On veut l'aider, on veut le calmer, parce qu'il est dangereux pour lui-même, puis il peut être dangereux pour autrui aussi. Parce qu'il y a des pensées paranoïdes en même temps, c'est-à-dire des pensées de persécution, les gens l'abandonnent, il n'y a personne qui l'aime. Ce sont des gens qui souvent sont isolés dans leur milieu. On évalue tout ça ensemble, en tout cas. C'est une évaluation, si on peut appeler ça comme ça, première. L'autre situation qui se présente malheureusement très fréquemment, habituellement vers minuit moins 5, minuit et 5, c'est le patient qui arrive, dont lui, l'impression d'invulnérabilité, l'impression de surpuissance et de force décuplée est tellement importante qu'il arrive généralement contrôlé par 4 à 6 policiers. Généralement, on va nécessiter l'ensemble du personnel de l'urgence pour calmer le patient. Alors, lui, ce patient-là, on ne pourra pas se permettre de prendre les gants blancs. Il est très dangereux. Il n'est pas très dangereux, mais il est très violent. Il est agressif. Il ne contrôle pas ses impulsions. Alors, il peut être autant dangereux pour lui que pour le personnel. Alors, on va tenter, dans un premier temps, de le contrôler physiquement. On va installer des contentions physiques aux 2 pieds puis aux 2 mains, malheureusement, pour calmer le patient. Et immédiatement après, on va tenter de calmer le patient avec une contention chimique. Le charbon de bois, d'abord, ce n'est pas un antidote du PCP. Okay? Il n'existe pas d'antidote actuellement pour une intoxication PCP. Le charbon de bois, c'est effectivement du charbon de bois, c'est-à-dire c'est dérivé de la pulpe de bois qui est chauffée à haute température, asséchée et pulvérisée finalement en une fine poudre noirâtre qu'on va absorber, qu'on va administrer au patient. Si on veut l'imaginer, cette poudre-là est formée de multiples petites sphères très poreuses qui, une fois avalées et introduites dans le système digestif, vont entrer en contact avec les molécules de PCP, vont les absorber à leur surface. À ce moment-là, le toxique, en l'occurrence le PCP, reste, si on veut, collé sur le charbon de bois et sera excrété par la suite là, à l'autre bout du tube digestif. On était toute une gang de gars et de filles ensemble, là, de l'école, puis on a décidé qu'on tripait, là, tu sais. Moi, j'avais amené du PCP, j'avais été chez un de mes copains en chercher, il me l'a donné, tiens, prends-le, c'est correct. Il m'a dit, fais attention, c'est comme un ascenseur, en tout cas. Je l'ai pris, puis je voyais qu'elle me gelait pas. Fait que je l'ai pris, j'ai peut-être bien pris, quoi, 2-3 grammes, tu sais, en ligne. Puis quand ça a claqué, là, ça a fait comme un gros down, là, je voyais plus rien, je me sentais engourdi. J'avais amené du hache avec moi, je fumais, je vomissais. Le monde me parlait, je les entendais comme des robots, tu sais. Puis là,
Justement, par après, j'ai perdu connaissance, je suis tombé à terre, puis je me suis mis à faire la danse du bacon, là, tu sais. C'est un de mes amis qui m'a ramassé pour sortir de ça, là, tu sais. Mais moi, ce que ça a fait dans ma tête, c'est que je voyais tout pas au ralenti, là, mais je me sentais tellement engourdi, puis je voyais tellement pas ce qui se passait avec moi, là, tu sais. J'avais perdu le contrôle, là. J'essayais, je buvais du lait, je faisais tout pour m'en sortir, puis il n'y a rien qu'agissait, tu sais. Je me suis dit, m'a fumé un joint, m'a me relaxer, puis là, c'est là que ça a pété, là. Je suis tombé à terre, comme je te dis, je me suis mis à faire la danse du bacon. Mon chum était me coucher dans le lit, puis j'ai violé ma blonde, je l'ai battue. Les effets secondaires à court terme, c'est surtout on va surtout parler de l'intoxication aiguë. Il faut savoir d'abord que l'intoxication aiguë va présenter un tableau très variable. Et ça, même pour le même individu qui va prendre la même dose. Ça dépend de la pureté de la drogue, ça dépend évidemment de la quantité de la drogue, ça dépend du mécanisme d'absorption de la drogue et de la vitesse d'absorption. En plus, on sait qu'il y a une certaine tolérance qui se développe chez les utilisateurs. On sait aussi que, on en a parlé tout à l'heure, la stimulation extérieure va créer pour une même drogue, pour une même quantité de drogue chez un même individu, des effets qui peuvent être totalement différents. Si la phencyclidine fait autant de ravages, c'est qu'elle agit au niveau de substances cérébrales qui sont très importantes, qu'on appelle des neurotransmetteurs. Il faut brièvement comprendre le cerveau comme étant une organisation extrêmement complexe de différents circuits, de différents systèmes neuronaux et neurologiques qui gouvernent les émotions, le comportement, la pensée, les actions, les perceptions, les sensations. Et tous ces systèmes-là fonctionnent de façon intégrée et à l'aide de neurotransmetteurs qui relaient l'information cérébrale, électrique d'une cellule à une autre. Et le PCP est une de ces substances qui intervient directement au niveau de ces neurotransmetteurs, qui vient donc, et à différentes composantes du fonctionnement du psychisme humain, qui vient donc, si on veut, complètement brouiller les cartes et produire donc des perceptions altérées, des comportements altérés, des émotions altérées, des agirs altérés, sans parler d'une kyrielle de toute une gamme de signes ou de symptômes proprement neurologiques, en plus des signes, des symptômes proprement psychiatriques. À moyen terme, tu me demandais tout à l'heure les séquelles à moyen terme, je pense que c'est important d'en parler. Il y a ce qu'on appelle la psychose induite par le PCP, qui est un épisode quasi psychotique qu'on va retrouver occasionnellement, le plupart du temps chez les nouveaux consommateurs, mais occasionnellement aussi chez les gros consommateurs. Ça s'attaque particulièrement aux gens qui ont déjà eu des antécédents psychiatriques, par exemple par exemple une maladie ou des traits schizophréniques, ou encore des épisodes maniaques. Et ça dure environ 2 à 3 semaines. Une première semaine qui fait suite à l'intoxication aiguë, qui est surtout caractérisée par des hallucinations ou des fantasmes paranoïaques, accompagnés d'agitation, d'insomnie, d'anorexie et de comportements violents. Une deuxième semaine où les fantasmes et les idéations paranoïdes persistent, mais où le patient se calme un peu. Et finalement, à la fin de l'épisode psychotique, le patient récupère tranquillement des comportements sociaux qui sont normaux ou les comportements sociaux qu'il y avait auparavant. Les personnes qui sont déjà vulnérables ou fragiles ou susceptibles à faire une psychose ou une maladie mentale plus sévère, comme par exemple la schizophrénie, lorsque ces personnes-là s'adonnent à une intoxication aiguë au PCP avec perte de contact avec la réalité de façon importante et parfois prolongée, ce n'est absolument rien pour les aider. Et de fait, on rencontre assez régulièrement, en début d'une maladie mentale
une ou des intoxications concomitantes avec, entre autres, le PCP ou d'autres drogues. De là à dire que le PCP va être la cause d'une maladie mentale importante, comme par exemple la schizophrénie, je pense qu'on peut pas dire ça et on en est même à peu près certain. Mais c'est effectivement, dans la réalité, souvent un agent détonateur, comme vous dites. D'ailleurs, il faut faire des distinctions, nous autres, dans nos diagnostics à poser. Est-ce que souvent, on va penser que c'est un schizophrène qu'on a devant nous, mais c'est un psychose au PCP. Et pourquoi ça? Parce que les hallucinations, les délires, les états confusionnels, les états de comportement inacceptables, les états impulsifs, le corps qui se brise, en tout cas, tout ça, souvent, c'est tout simplement une réaction au PCP, parce que si on regarde l'histoire antérieure, ça ne s'est jamais produit. Donc, c'est vraiment la drogue qui l'a produit, cette chose-là. Donc, il dissocie l'individu. Tu vas te rappeler de ce qui va se passer, mais pas sur le coup, par après, tu sais. Parce que quand tu fais ton audit, sur le coup, tu sais pas c'est quoi vraiment qui se passe, mais par après, tu vas recommencer à te rappeler tout ce qui s'est passé dans ton audit. Comment tu l'as vécu. Peux-tu répéter l'audit? Oui, audit, overdose. Les effets secondaires à long terme sont plus rares, mais il y en a. On ne peut pas parler de dépendance. Il n'y a jamais eu de dépendance clairement objectivée au PCP. Il y a déjà des patients des gros consommateurs qui ont fait mention d'un besoin de reconsommer, mais on ne peut pas parler de dépendance comme on retrouve, par exemple, dans l'alcoolisme ou dans certaines dépendances aux drogues dures. Par contre, le PCP est tellement facile à faire, tellement facile à obtenir, il coûte tellement pas cher, et les effets secondaires du PCP, en tout cas du moins ceux qui sont recherchés par les consommateurs, sont tellement satisfaisants pour le consommateur, alors ça devient difficile pour lui d'abandonner la consommation de PCP. Quand la drogue prend le contrôle de notre champ de conscience, on perd notre identité de personne humaine, avec des valeurs qui sont là, puis personne ne pourra les enlever. Je parle pas uniquement, là, je parle de toutes les valeurs, les valeurs de l'individu dans sa totalité, les valeurs familiales, valeurs personnelles, valeurs morales, valeurs intellectuelles. Parce que tu as un feeling qui est pas réel. Tu es carrément dans un autre monde. Tu vas être dans un trip que pendant que tu es dedans, tu penses pas à autre chose. Supposons, c'est justement l'espace, ne serait-ce que oublier tes problèmes l'espace de 3 heures, un trip de mescaline, c'est déjà beaucoup pour moi. Parce que pendant ces 3 heures-là, je penserais pas. Le phénomène de cristallisation qu'on va retrouver à long terme chez les consommateurs de PCP, c'est une façon tout simplement d'imager le tableau psychologique du patient. Alors, c'est un individu qui devient un peu effacé. La pensée s'émousse, la réflexion s'émousse. Ces gens-là ont un allongement du temps ont un temps de réflexion qui s'allonge. Ont des troubles de la mémoire, ont des troubles de la concentration. Et quand quelqu'un réalise tout ça, il s'aperçoit que la drogue, à un moment donné, elle va devenir de trop. Là. Il y a un moment donné où il y a un moment donné où la drogue est tellement importante qu'elle ne devient plus agréable aussi. Hein. On se rend compte qu'à force de consommer, elle ne donne plus les résultats du début non plus. Elle diminue parce qu'on sait très bien maintenant que le désir d'avoir des expériences et de revivre les expériences que la drogue a apportées oblige à augmenter les doses pour obtenir le même effet. C'est ce qu'on appelle en fait l'état de tolérance. Puis le craving, ça veut dire le goût de revivre ces expériences-là, va toujours être de plus en plus exigeant. Le phénomène de flashback survient généralement après à la suite d'une prise de PCP. Une fois que le patient est bien, il y a un relargage du PCP qui est emmagasiné dans les graisses. On connaît mal les situations cliniques pouvant expliquer ça. On soupçonne les activités physiques, l'exercice. On soupçonne la température, l'hyperthermie lors d'un épisode grippal, lors d'une maladie. Et on soupçonne aussi le stress émotionnel. Alors ces gens-là, même s'ils n'ont pas pris de drogue récemment, gardent à l'intérieur d'eux autres, au niveau des graisses, à l'intérieur de leur corps, particulièrement au niveau des graisses, une certaine quantité de PCP qui sera relarguée ultérieurement. Alors le patient, à la suite d'un stress émotionnel,
deviendra tout à coup en état d'intoxication aiguë, sans raison particulière, et c'est ce que lui appelle un flashback. Mais en tout cas, ce qu'on sait au moins, c'est qu'à l'autre bout, c'est-à-dire au niveau des conséquences, loin de soulager, la prise du PCP en particulier finit par produire des souffrances qui sont encore pires finalement que celles qu'elle voulait soulager au début. Un mode de vie particulier, géré par des lois strictes, les lois de la rue, celles du milieu. Ils sont dans la marge par choix, échappés à une réalité qui leur semble banale, straight. Leur abri, leur refuge, une caverne, comme celle d'Ali Baba, difficile d'accès. Difficile d'accès pour les protecteurs en uniforme de l'autre cité, de Straight City. Bon, pour les jeunes, ben, tu sais, ce qui est de voir un gars de mon âge, tu sais, qui est solidaire avec eux autres, qui est capable de les comprendre, et puis qui est capable de ressentir la même chose que les autres ressentent. OK? Contrairement, ça me permet de jouer un rôle que il y a des choses que tu ne raconteras pas à ton père, tu ne raconteras pas à ta mère ou à un éducateur, parce que tu sais qu'ils ne comprendront pas, parce que tu sais que ils vont te dire, fais pas ça, consomme pas ce produit, tout ça, mais ils n'en ont pas fait l'expérience. Et puis, si ça vient de moi, c'est différent. OK? Étant donné qu'ils savent que je vis comme eux autres, un petit peu, qu'un mois sur deux, j'ai même pas de toit sur la tête, je suis dans la rue moi aussi. Qui savent que ma famille, comme eux autres, c'est devenu mes amis, c'est devenu les gens qui m'entourent. C'est bien sûr que ces jeunes-là, souvent, ils ont besoin d'aide, mais c'est moi qui vont venir voir. Vu qu'on passe des heures, un tatouage, c'est toujours long, puis que les gens discutent avec nous. On a toujours une oreille proche d'eux autres. Eux autres, ils se sentent en confiance. C'est comme le dentiste, mais encore plus, il n'y a pas beaucoup de contact avec un dentiste, ils ne peuvent pas parler. Tout est dans la bouche. Nous autres, c'est sur la peau. C'est l'art du skin art. J'étais punk, là. J'avais un mohawk, puis une culotte pas mal déchirée sur le dos, là. Je prenais pas bien soin de moi, là. Je me souviens, dans cet été-là, je me suis lavé peut-être 2-3 fois, là. Mes Doc Martens, là, tu sais, mes 20 trous, puis... Comment tu te percevais? Comment je me percevais? Comme, ben moi, je me sentais comme un vrai trou de cul, là, tu sais. J'avais pas d'estime, pas en tout, parce que je veux dire, avec ce que je faisais, puis même moi, je me regardais, c'était comme, je suis bien laid. J'étais sur le PCP tout le temps, puis j'avais plein de boutons, tu sais. C'était comme... j'étais complexé, tu sais, de ce qui se passait avec moi. De mon corps, j'étais maigre. Je suis rentré en thérapie, je faisais 98 livres, tu sais. J'étais vraiment tout petit. J'étais bien apprécié du monde parce que des fois, j'avais de l'argent pas mal dans mes poches, puis mes chums, ils arrivaient de partout, tu sais, j'en connaissais de Montréal, puis tout, puis il n'y avait pas d'argent pour manger, ben je leur en donnais un peu. Je les amenais manger au Valentine, ça Saint-Jean avec moi. Puis là, ils disaient que c'est bon, c'était correct, je me mets à sa place. Là. Il y a beaucoup de gens qui se prennent comme le nombril du monde. Ils viennent parce qu'ils ont soit de l'argent ou de l'influence.
Ils viennent qu'ils veulent avoir le contrôle, puis ils veulent se respecter, puis ils veulent que les gens passent par eux autres. Ils veulent pas qu'ils passent par d'autres personnes. Ils font comme des chefs de gang, des chefs de groupe. Il y en a beaucoup qui font ça. Dans tous les milieux, puis dans toutes les villes. Surtout dans les grandes villes. C'est tout le temps par des quartiers. C'est tout le temps, 4 coins de rue ou 10 coins de rue ou un point spécifique. Moi, c'est ici, c'est ma place, c'est ma loi. Puis ça se passe bien plus qu'on le pense. C'est partout, 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 partout. Ben, le territoire n'était pas vraiment à moi, là. J'ai eu des problèmes un peu à cause de ça. Parce que, justement, je vendais pas mal, là, puis il y en a qui n'aimaient pas ça. Sauf que celui qui me fournissait, ben lui, il était capable d'en faire voir, là. C'est sûr, il me protégeait. Quand j'avais des problèmes, il montait à me voir. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 16-17 ans. J'étais en centre d'accueil, j'étais tout le temps en fugue de là, fait que j'étais tout le temps au Corps Audioville. Je vendais tout le temps pour manger puis tout. Puis quand j'étais pas capable de vendre pour manger, ben je quittais. Des jeunes, là, ceux que j'ai connus, là, qui étaient quand même brillants, des petits gars brillants, souvent même en 5e secondaire. Là. Puis tu regardes ça, puis tu dis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont fait ça, qu'ils ont consommé tant que ça. Tu regardes l'autre volet qui est là, lui, quand tu regardes un petit peu plus en arrière de la consommation, c'est des gens qui sont hyper sensibles, c'est des gars qui vont accrocher à peu près n'importe quoi, des choses bien subtiles que le commun des mortels ne voit à peu près même pas. Là. C'est des gars qui sont très sensibles. Je pense que pour ces gens-là, ça va être plus facile de se faire rejeter et de se faire donc cataloguer marginal que d'affronter leurs difficultés personnelles. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps que ça devienne plus facile d'accepter ses difficultés personnelles plutôt que de vivre le rejet. Beaucoup d'accidents aussi dus à la drogue. Comme le jeune qu'on a déjà parlé, qui est mort noyé à Lévis. Il a fait de la mescaline, justement, puis il se baignait, il est calé dans l'eau, il n'est jamais ressorti de l'eau. Ils l'ont retrouvé plus tard. Puis ce jeune-là, lui, il dessinait souvent des motifs tribales, même des dragons chinois tribales, venant d'un groupe aux États-Unis. Puis depuis sa mort, ils sont plusieurs à s'avoir fait tatouer ce dessin-là, avec son propre portrait du jeune homme, avec le dragon qui fait comme le tour de son visage, avec l'esprit qui sort du dragon et l'esprit qui sort de la tête du jeune homme. Si la mescaline ou la consommation de mescaline a pour effet premier de couper l'individu ou de déconnecter l'individu de son corps et de sa sensibilité, il a besoin, lors de rapports sexuels, parce que sa sexualité n'est pas finie pour autant, là, il continue à avoir des rapports sexuels ou être en contact sexuel. Alors, sa façon de rééquilibrer ce besoin ou cette pulsion, ça va souvent être de faire appel à des fantasmes ou à l'imagerie mentale érotique qui va stimuler et augmenter le manque de sensibilité qu'il a déjà au départ. Oui, au niveau de la substance, nous autres, on dit que c'est la drogue la pire dans le moment. C'est celle qui déconnecte le plus. C'est celle qui rend la personne la plus mal. C'est celle qui brise tout à l'intérieur, autant le cognitif que la pensée. La personne ne pense plus comme avant, elle n'a plus de connexion avec personne. Elle est dans un mutisme, elle se retire, elle n'est pas capable de communiquer. Elle a des sensations, des réactions qui sont extrêmement mauvaises. Alors on se dit, on peut sortir de ça, mais c'est tellement pas suffisant. Hein? On va sortir une personne de son état d'intoxication au PCP, puis après ça, qu'est-ce qui se produit? C'est une drogue qui est épeurante. On voit des gens aller, des jeunes qui perdent plusieurs années de leur vie, se retrouvent, ont passé de 14 à 17, 18 ans à consommer, ont perdu 3-4 ans, ont vécu une vie dans la rue, à l'extérieur, nous arrivent complètement déstructurés, plus de structure familiale et très amochés au niveau personnel. Moi, j'ai été élevée dans un monde de prostitution et de drogue. Fait que, à 5 ans, en voyant mes parents ou les amis faire de la drogue, ben, tu réfléchis pas à 5 ans. Tu vois ta mère en faire, tu vas dire, c'est bon.
je vais m'en faire. Tu sais? Ben, tu vois un ami en faire, let's go, pourquoi pas. Je voyais des psychologues, puis ils me disaient, elle est hyperactive. J'étais pas hyperactive, j'étais gelée. On reçoit beaucoup de jeunes marginaux, mais aussi de jeunes qui proviennent des milieux scolaires, un peu de toutes les couches de la société. On parle en majorité d'adolescents et de clientèle quand même assez jeune. On peut remarquer peut-être un créneau d'âge entre 14 et 23, 24 ans des consommateurs de PCP. Tous les jeunes qui sont ici, c'est tous des jeunes qui souffrent, je ne dirais pas qui souffrent, mais qui vivent des problèmes de comportement majeurs. Ces problèmes de comportement majeurs-là sont souvent à l'origine d'une souffrance là, qu'ils vivent par en dedans. C'est des gars qui sont souvent désorganisés par en dedans, ils vivent toutes sortes de choses émotivement importantes, que ce soit par rapport à la famille, par rapport au réseau scolaire, par rapport aux amis, par rapport à leur propre perception qu'ils ont d'eux autres. C'est souvent ça qui fait qu'à l'origine, les troubles de comportement vont se manifester. À se couper de son monde émotif, qui doit faire partie intégrante de sa sexualité, il se coupe également de son plaisir, de sa réceptivité, de sa sensibilité au niveau corporel, et également de sa sensibilité, de sa réceptivité aux gens, aux autres, à leurs différences. Donc, il engourdit tout ça. Le problème, c'est que en se coupant de ça, il se coupe de son processus naturel d'évolution sexuelle. On dit toujours, quelqu'un qui se coupe de sa douleur, c'est quelqu'un qui se coupe de son plaisir aussi. Et c'est vrai. L'évolution sexuelle se fait de toute façon, mais d'une façon très, très ralentie, presque stagnante, lorsqu'il y a consommation, et ça de n'importe quelle autre substance que le PCP, là. Ça a pour effet d'engourdir le processus. C'est courant que si tu consommes du PCP, tu risques d'aller à l'hôpital, tu risques de faire des overdoses. Okay? C'est comme courant. Okay? C'est souvent ces indices-là, par contre, qui enclenchent un petit peu là, la réflexion du jeune. Okay? Parce que l'idée, c'est que le jeune se dit, bien, si tu m'enlèves ce moyen-là, qu'est-ce que tu vas me donner à la place pour négocier avec ma vie? Donc, c'est sûr et certain que les jeunes vont être beaucoup plus portés, eux autres, à arriver puis à dire, ben oui, je voudrais faire quelque chose, mais c'est quoi que tu me proposes? C'est tant qu'à moi beaucoup plus un véhicule là, qu'une problématique en soi. La problématique devient plus le fait que c'est tout ce qui est à côté. C'est le fond. Ils prennent ça pour pas vivre d'autre chose. Là. Que tant qu'à vivre, ce qui est tellement difficile pour eux autres de vivre, il faut aussi bien de se congeler comme il faut puis d'oublier ça. Là. Mon opinion, c'est que par rapport au PCP, ce qu'on retrouve de particulier, c'est que déjà, dans le fait de consommer cette drogue-là, les gens, les consommateurs, démontrent leur sensibilité. Donc, au niveau du cœur, tantôt je parlais du niveau du cœur, sa sensibilité, sa réceptivité, son besoin d'amour. C'est très évident parce que par le biais de cette consommation-là, c'est ce qu'ils vont tenter de retrouver, leur connexion aux autres, le sentiment de solidarité, d'être reconnu, d'être supporté, d'être aimé aussi, enfin d'être aimé par des gens. Vu de l'extérieur, vu par exemple souvent, je sais que j'ai été perçu comme ça par des policiers ou par d'autres personnes qui ne connaissent pas le milieu, comme si j'étais un gros méchant puis je les pervertis. Ces jeunes-là, mais finalement, c'est loin d'être le cas. C'est qu'eux autres, ils ont un problème, puis ils souffrent, puis ils ont besoin d'une personne qui a quand même plus d'expérience, qui leur manque cette expérience, puis qui veut leur dire, bon, mais maintenant, si tu veux pas devenir comme moi, même souvent, je vais jouer le rôle d'épouvantail. Si tu veux pas devenir comme moi, tu vois comment je faisais dur hier, tu vois comment à mon âge, je possède rien, puis je suis seul, puis je suis pauvre, là. Ben, fais autre chose, ou tiens-en compte. Je pensais là, c'est quoi qui se passait là. Je consommais, c'était correct, mais je pensais pas, dans 5 ans, 10 ans, c'est quoi que j'allais faire, là. Là, dans le moment présent, j'étais bien là, quand je consommais, fait que c'est ça qui est important.
Art Toxico, qui a produit MES, est un organisme sans but lucratif du Québec qui a pour principal mandat la production d'outils novateurs d'intervention et de prévention en toxicomanie. Pour plus de renseignements, vous pouvez rejoindre l'équipe de Art Toxico au 418-525-6099.